Et on est tout de suite avec Alain Boer. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM TV. On vous connaît bien sûr comme professeur en criminologie, mais vous êtes aussi spécialiste de la gestion de crise. Crise s'il en est, crise sanitaire, crise peut-être économique demain, mais crise sanitaire d'abord, avec cette perspective du 11 mai, sans qu'on sache véritablement à quoi va ressembler la suite. Est-ce que vous, justement, avec votre regard de celui qui voit les crises et qui tente de les gérer au mieux, est-ce que vous avez d'abord le sentiment que la crise a été, jusqu'à présent, bien gérée en France ? Alors, c'est toujours facile de donner des leçons à ceux qui gèrent la crise quand on ne la gère pas soi-même, mais quand on regarde la manière dont sont gérées les crises, il y a 3 mécanismes qui sont à peu près les mêmes depuis qu'il y a des crises. Premièrement, il faut reconnaître la crise et la nommer. Deuxièmement, il faut informer, être honnête et transparent. Et troisièmement, il faut indiquer quels sont les éléments de la sortie de crise et de la fin de la crise. Alors disons que ça a pataugé assez fort, mais ce n'est pas une affaire gouvernementale. Les scientifiques, les médecins se sont un peu laissés aller. On a découvert d'ailleurs le fait qu'il y a 3 catégories de médecins. Les médecins administrateurs qui sont là pour bien gérer les deniers publics et qui ont accompagné une certaine forme de réforme, voire de paupérisation de l'hôpital. Je dirais que ce sont des médecins gestionnaires ou des médecins comptables, des médecins chercheurs qui ont un sens du temps long, qui veulent bien faire les choses dans l'ordre et en garantissant des procédures. Et puis les médecins d'urgence, les médecins de guerre, les médecins du front qui bricolent. Et donc, chacun a fait ce qu'il faut. En la matière, on peut dire que, fondamentalement, le système D a très très bien marché et que la gestion de la crise par la nation a été plus efficace que par l'État. Sur le reste, fondamentalement, je dirais qu'après un cafouillage qui a duré en fait tout le mois de janvier, le dispositif a à peu près recommencé à fonctionner, à l'exception du cas pathétique du premier tour des élections municipales, mais où on peut reconnaître que toute la classe politique a essayé d'empêcher le président de la République de reporter ce premier tour en parlant de manipulation politique, comme d'autres pensaient que l'épidémie était un gros rhume ou une grippette. C'est une responsabilité collective, mais sur quelque chose qui a, pour certains, été crucial, puisqu'on le sait bien, désormais, il y a un certain nombre d'élus, notamment, qui tenaient des bureaux de vote, qui ont été malades, parfois même qui en sont morts. Des élus, mais aussi des assesseurs et des électeurs. Faut pas oublier que dans cette affaire, le risque qui a été pris est celui d'étendre la contamination. On reproche beaucoup aux Chinois un grand banquet patriotique le 18 janvier avant que Pékin explique que Wuhan était en train de mentir massivement, qui a provoqué un risque de contamination sur 40 000 personnes. En matière électorale, le risque a porté sur plusieurs dizaines de millions d'électeurs. Certains prudents ont décidé d'une abstention massive, d'autres effectivement se sont trouvés dans une configuration d'assez grand respect, de gestes barrières, de gel, etc. Dans mon propre bureau de vote, car je me suis empressé malgré tout d'aller voter, mais dans d'autres endroits, on a bien vu que les règles étaient plus faibles, plus fragiles, et que les questions essentielles, le port du masque notamment, ont été largement sous-estimées. Et il n'y a rien de plus tragicomique que de regarder les différentes séquences d'intervention de la porte-parole du gouvernement en boucle au fil du temps pour se rendre bien compte de ce qu'a été là le défaut dans la transparence de la communication, mais qui était aussi un défaut aussi dans la cohérence de la ligne scientifique et des orientations qui sont données par les experts. Ceci dit, les experts ne remplacent pas les gouvernants. Les gouvernants décident, les experts proposent. Alors les experts qui eux-mêmes en redécouvrent tous les jours ou alors en dédécouvrent, puisque on le voit bien, il y a certaines questions qui émergent aujourd'hui, notamment sur les anticorps, la pérennité, la capacité à ne plus contracter la maladie si on l'a déjà eu, toutes ces questions qui restent en suspens et qui ont évidemment un impact sur les décisions et sur les gestes qui vont être posés pour la levée du confinement. Est-ce qu'il faudra une sorte de passeport d'immunité alors qu'en fait on n'est pas sûr d'être tout à fait immunisé? Est-ce qu'il faudra lever les contrôles aux frontières, ouvrir les frontières vis-à-vis de l'extérieur de Schengen? Tous ces scénarios-là, comment les analysez-vous et qu'est-ce qui vous paraît le plus judicieux? Alors le plus terrible, c'est la pensée magique et l'amnésie. Car on fait semblant de découvrir une crise coronavirus alors que nous en avons un modèle extraordinairement bien étudié, qui est celui de 1918, qu'on appelle à tort la grippe espagnole, puisque le virus venait du Kansas. L'Espagne a le malheur
d'avoir eu cette dénomination parce qu'elle est seule à ne pas avoir censuré les informations sur le phénomène pandémique à l'époque. Qu'est-ce qu'on sait? D'abord, il y a la pensée magique. L'immunité collective n'a jamais existé. C'est un renforcement des immunités individuelles. Autrement, nous n'aurions pas la grippe saisonnière. Je rappelle pour mémoire, parce qu'on a tous oublié et zappé, que la grippe 2018-2019 en France a fait 18 000 morts. 18 000, 2 fois plus que d'habitude en 3 semaines. Donc on meurt toujours beaucoup de la grippe. Il n'y a pas d'immunité. La grippe, elle évolue, elle change, elle mute. Le virus actuel, le coronavirus, le Covid-19, a déjà muté 3500 fois de manière bénigne ou secondaire et au moins une fois de manière un peu plus importante sans qu'on sache que c'est un phénomène atypique. Donc l'immunité, c'est un renforcement de notre immunité individuelle et d'ailleurs, entre 50 et 75% des gens qui sont contaminés aujourd'hui sont asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Ils ne savent même pas qu'ils sont malades, ils ne savent même pas qu'ils peuvent contaminer, ou ils ont juste un petit gratouillis de gorge qu'on pourrait confondre d'ailleurs avec le pollen habituel. Et donc, il y a un premier sujet, c'est qu'il faut arrêter la pensée magique. Il n'y a pas d'immunité collective, pas même en rêve, de même que les 2%, c'est pas la même chose, 2% de 100 000 personnes et 2% de 60 millions. Donc il faut arrêter de sortir des espèces de chiffres pseudo-rassurants, alors que tout le monde sait très bien compter malgré tout. Et donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que c'est un virus pernicieux, avec 3 modes d'évolution. Un premier asymptomatique total, on sait rien, mais on peut contaminer les autres, et c'est ça le problème. Le deuxième qui est nasal et qui se termine dans les poumons, et le troisième qui, si ça n'a pas marché dans les poumons, se termine au niveau cardiaque et dans les reins. Et donc, il y a un enjeu majeur qui est assez évident, qui est, comme l'a répété vos collègues invités tout à l'heure, médecins, il faut d'abord traiter le plus tôt possible et le plus vite possible pour empêcher que ça dégénère, et ensuite essayer de trouver des formules qui fonctionnent. Il y a 657 protocoles en cours de développement sur le monde entier, comme le rappelait tout à l'heure le professeur Deray, donc c'est un mécanisme jamais connu. Il y a des choses qui donnent des résultats et d'autres qui n'en donnent pas. Il y a des protocoles qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins, et simplement l'idée générale est de ne rien refuser, ni dans le temps, pour des protocoles qui évitent le maximum de risques, ni dans l'urgence, pour sauver des gens. Vous noterez d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'essais qui sont critiqués pour avoir pas respecté les procédures, mais le passage de 5 000 à 12 000 lits, sans aucun respect des procédures de gestion des urgences, grâce au système D, au dévouement et à la bonne volonté des soignants, n'a fait l'objet d'aucun respect, d'aucune procédure, et personne ne leur reproche. Quand on voit le flou dans lequel on est, que vous rappelez, que effectivement nos invités tout à l'heure montraient, est-ce que on peut quand même décemment choisir une date, et en l'occurrence le 11 mai? Alors, il faut choisir une date. De toute façon, le pays ne va pas rester dans l'attente, alors non pas d'un virus, mais d'un vaccin, parce que j'ai entendu tout à l'heure avec amusement qu'on confondait virus et vaccin. Mais dans la réalité, on va pas attendre 18 mois ou 2 ans d'avoir un éventuel vaccin qui potentiellement marchera à 70 ou 60 ou 80%, un peu comme celui qui fonctionne pour la grippe. Il y a des gens qui n'ont jamais la grippe et qui ne sont pas vaccinés, d'autres qui sont vaccinés et qui l'ont tous les ans en fonction des évolutions du séquençage ou de la qualité ou de l'évolution ou de la mutation de la grippe. Le 11 mai était une date possible, il y en avait même une bien avant. Le problème n'est pas la date, paradoxalement. Le problème, c'est la méthode. La méthode, elle doit d'abord être chronologique. On commence là où ça a commencé et où on a une longue connaissance du sujet, l'Oise, le Haut-Rhin. Deuxièmement, ça doit donc être géographique. On a des territoires qu'on peut maîtriser à la fois en quantité de population et en qualité de la connaissance et de l'effet éventuellement secondaire d'un déconfinement trop rapide, parce que ce sont des endroits où déjà les lits d'urgence et la congestion des hôpitaux a pu être surpassée. Troisièmement, c'est sérologique. La question, c'est d'avoir des tests. Et contrairement à une idée répandue, il faut des tests, entre guillemets, pour tout le monde. D'abord, pour savoir effectivement ceux qui l'ont déjà eu et dont le risque de le réavoir est faible, mais pas inexistant. Il y a des cas de réactivation du virus, plusieurs dizaines, sur plusieurs centaines de milliers de tests, mais plusieurs dizaines quand même, et en Italie et en Chine. Il faut ensuite avoir une situation claire sur ce qu'on fait pour mieux protéger les gens. Il faut donc des masques, car si les masques n'empêchent pas d'être contaminés, les masques classiques, ils empêchent d'être contaminants. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de sujet. Il faut effectivement accepter des
nouvelles dispositions, des hygiaphones, des espaces plus importants, des temps plus importants, et on peut ainsi réouvrir progressivement les choses, y compris les Danois viennent de réouvrir leurs écoles, mais d'abord pour l'essentiel dans les cours et pas à l'intérieur des classes, sans cantine, avec non pas des gestes barrières très développés, mais ils ont considéré que le port du masque ou la geste barrière pouvait être un jeu, et surtout ils ont notablement réduit les effectifs. Donc tout ceci nécessite des procédures lourdes et longues, mais en quelques semaines, progressivement, on peut effectivement rouvrir un pays à condition d'avoir les moyens. Et vous avez pu noter que depuis le début, l'essentiel de la communication gouvernementale vire sur la gestion de la pénurie plus que sur le mode d'emploi du déconfinement. Au fond, ce que vous nous dites, c'est que les clés d'un bon déconfinement, on les a, mais on n'a pas forcément les outils. Vous parliez de tests pour tout le monde. On a bien compris que la stratégie qui était retenue pour l'instant, c'était des tests uniquement pour ceux qui présentent des symptômes. Ce qui n'a, comme vous le constatez, aucun intérêt avec 75% d'asymptomatiques. Il y a un moment exactement, quand on regarde la situation, devrait se rencontrer dans le cerveau de ceux qui racontent cette fable. Ah, vous y allez fort, dis donc. Mais Alain Boer, madame, il y a 75% d'asymptomatiques, tout le monde est d'accord. C'est un des rares consensus de la communauté scientifique. Quel intérêt y a-t-il donc à ne tester que ceux qui ont des symptômes ? Mais uniquement parce que peut-être on n'a pas suffisamment de tests, en fait. Absolument. Mais donc ça, c'est la gestion de la pénurie, c'est pas une gestion de l'épidémie. C'est ce que j'indique. Donc, en attendant, plutôt que de dire ce qui est une fadaise, autant dire, écoutez, quand nous allons attendre d'avoir suffisamment de tests pour pouvoir lancer l'opération de déconfinement, on en fabrique 500 000 par semaine, peut-être va-t-on en fabriquer 1 million, ce qui nous permet peu à peu de déconfiner des territoires, des espaces, etc. Dire la vérité. Les Français ont parfaitement compris ce qui se passait. Ils se sont adaptés d'une manière absolument invraisemblablement remarquable aux conditions extrêmes qui leur sont imposées, comme les Italiens dont on nous expliquait que c'était un peuple rebelle et indiscipliné. Je pense qu'on peut dire la vérité aux gens, on n'y risque rien. Par contre, continuer les périodes de oui masque, non masque, les uns disent oui, les autres disent non, 3 conseils scientifiques, l'Académie des sciences, le désordre dans la communication est ce qui est en train de tuer la cohérence de l'action publique. Et ce n'est pas la faute de ce gouvernement, il n'est pas responsable de la pénurie, il n'y a aucune raison qu'il en assume la paternité. Alain Boer, j'aimerais bien aussi votre regard sur ce qui est en train de devenir presque un scénario de science-fiction. On commence à s'interroger sur la provenance de ce virus. Est-ce qu'il aurait été carrément créé en laboratoire à Wuhan? Est-ce qu'il se serait simplement enfui de ce laboratoire de manière tout à fait accidentelle? On a l'impression même que ça devient un enjeu diplomatique, puisque quelqu'un comme Donald Trump a repris à son compte ce scénario-là, et donc cette culpabilité éventuelle chinoise. Est-ce que c'est une question de diplomatie, ou est-ce qu'il s'agit de faits réels ? Alors d'abord, en criminologie, la première chose qu'on commence à étudier, c'est pas de savoir qui a dit quelque chose qui vous déplaît, c'est de savoir si c'est possible. En la matière, par exemple, aujourd'hui, on a appris que le CDC d'Atlanta, le centre de gestion des crises américain, lui-même n'avait pas respecté les procédures et avait infecté ses propres tests antivirus. Donc c'est possible, c'est déjà arrivé de manière régulière, même dans des laboratoires de haute sécurité de type P4, il arrive qu'il y ait des incidents ou des accidents ou des transferts tout à fait dangereux et non conformes aux règles de sécurité. Donc c'est possible. 2, est-ce la réalité? C'est assez facile. Les virus, c'est comme les bombes. Il y a toujours une signature de celui qui modifie un virus. Il y a toujours un élément qui reste. Alors ces éléments se regardent par des analyses spectrographiques, chimiques, informatiques extrêmement développées. Et à ce jour, tous ceux qui ont étudié cette question, y compris le laboratoire indien qui ensuite est revenu sur une éventualité ou une possibilité, a considéré qu'il n'y avait pas de fabrication humaine ou d'intervention humaine dans la fabrication du virus, que ce n'est pas un produit qui est né de. S'est-il échappé? Alors, il est clair que le laboratoire P4 de Wuhan n'est pas terminé. Il ne respecte pas les règles de sécurité. Il n'a pas validé les tests nécessaires. Depuis 2017, on est dans une zone entre deux. Il n'a pas reçu le certificat de l'Organisation mondiale de la santé. Il n'a pas été validé par l'arrivée des experts français qui devaient finaliser le fonctionnement de ce laboratoire. Et il est parfaitement possible, comme c'est arrivé
notamment au CDC d'Atlanta, qu'un non-respect des règles ait pu provoquer le fait qu'un virus se soit échappé ou que quelqu'un ait décidé de vendre des animaux sur le marché pour augmenter ses fins de mois. Ça, c'est l'enquête qui le dira. Mais ça n'est pas impossible. Il ne faut pas rejeter cette possibilité de manière mécanique. Le troisième sujet, il porte sur la mortalité en Chine. Paradoxalement, le premier modèle épidémiologique chinois donnait une possibilité de 400 000 contaminations et de 40 000 décès sur l'ensemble du champ. Or, je vous le rappelle, le cas 0 à Wuhan n'est pas toujours identifié, mais le cas 1 date du 15 novembre, c'est-à-dire 1 mois et demi plus tôt que ce qu'on imaginait au moment où ça a été découvert le 27 décembre, signalé à l'Organisation mondiale de la santé le 31 décembre. Et ensuite, il y a eu 3 semaines où l'administration de Wuhan a sciemment menti au monde entier, y compris à Pékin, jusqu'au moment où l'épidémiologiste en chef chinois est venu à Wuhan, a fait une conférence de presse et a annoncé que le maire de Wuhan était un menteur. Donc il y a eu 3 semaines d'interrogation. Et nous-mêmes, quand nous diffusons nos chiffres, on commence la pandémie le 1er mars. Or, les premiers cas en France datent probablement du mois de décembre, éventuellement de début janvier. Nous avons une immense difficulté à identifier cette mortalité. Avec un décalage et peut-être même effectivement le mensonge. En tout